Duval Lebel et Ballet, bonjour. Bonjour Michel, bien temps. Alors, vous répondez aux questions de la chronique de MBT sur YouTube. Alors, Duval Lebel et Ballet, vous avez complètement disparu de la scène depuis votre célèbre émission, le tribunal, qui a changé de nom et qui s'est baladé de radio en radio dans la ville de Yaoundé. Alors, que devenez-vous depuis lors? Bon, il faut dire qu'après ces balades dans des radios en radio, j'avais fini par créer ma propre radio, Oxygène FM, que tu connais. Oxygène, oui, effectivement, oui. Voilà. Après, je suis entré en politique. Bon, pour être candidat à l'élection municipale de 2020, où j'ai pu être candidat dans la commune de Yaoundé 4 face au RDPC, une élection qui s'est terminée par un score de 30% de ma part et 70% pour le RDPC, ce qui ne m'a pas permis d'entrer au conseil municipal de Yaoundé 4. Bon, je comptais quand même pour cette élection parce qu'on devait partir au moins 3 partis ou 4 partis de l'opposition face au RDPC, ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que le MRC, le SDF, le PCRN et le PRP qui m'avaient investi, on devait tous aller à cette élection à Yaoundé 4 pour cette commune, parce que le code électoral prévoit que quand il y a 3 partis, 2-3 partis face 2-3 partis en compétition dans une commune, il y a ce qu'on appelle le partage des voix. Donc je comptais justement sur les autres partis pour qu'ensemble nous partions chacun de son côté et qu'à la fin, les pourcentages que chacun aurait récoltés, qu'on se partage les voix avec le RDPC. Mais j'avais été désillusionné, très désillusionné d'ailleurs, parce que quelques jours avant le dépôt des candidatures, le MRC a désisté à toute élection. Bon, M. Maurice Kamto a dit que le MRC ne partait pas. Alors je comptais sur le SDF et le PCRN qu'on devait quand même aller à 3. Le lendemain, le jour de dépôt des dossiers, le PCRN, sa tête de liste ne décrochait plus le téléphone. En soirée, quand je suis arrivé à l'ECAM, j'ai quand même trouvé le SDF qui venait pour déposer le dossier. Mais c'était 9 et 23 heures. Ils m'ont dit qu'ils partaient se mettre à l'aise. Tous les deux d'ailleurs sont sortis. Ils ne sont plus jamais revenus. Alors je m'étais retrouvé seul à l'ECAM. Et je m'étais dit, ok, moi je vais aller jusqu'au bout, je ne vais pas reculer. J'ai déposé mes dossiers, c'est passé à l'ECAM. Et je suis allé en compétition contre le RDPC. J'ai battu campagne, sérieuse campagne pendant 2 semaines. Et ça m'a valu les 30% que j'ai pu avoir dans cette élection-là. Une fierté d'avoir participé, mais une déception énorme par rapport à mes collègues de l'opposition de l'époque, pour lesquels je n'ai jamais su pourquoi ils avaient, n'est-ce pas, désisté à la dernière minute de ne plus aller jusqu'au bout de cette élection, où on aurait pu, n'est-ce pas, gratter quelques voix dans le conseil municipal, et pourquoi pas, ça devait être la première mairie entrée dans l'opposition à Yaoundé, celle de Yaoundé. Ok, on va faire table rase de cette période électorale de 2020. Ma question est de savoir, quand vous vous levez le matin, que faites-vous? Que devenez-vous après les épisodes connus par de nombreux Camerounais à la radio, dans votre propre radio Oxygène FM, qui, j'imagine, n'aimait plus. Bon, c'est vrai que je suis parti du Cameroun, ça fait un tout petit peu longtemps. Bon, que faites-vous chaque matin quand vous vous levez, Duval? Voilà, je veux que tu reviennes à l'élection parce que ça a une relation avec ce que je fais actuellement. D'accord. Alors, voilà, dans cette élection 2020, j'avais un projet de société qui était basé sur la gestion des ordures, parce qu'à l'époque, jusqu'à présent d'ailleurs, il y a eu des souffles de pommes d'ordures. Et j'avais bâti ma campagne autour donc de la gestion des ordures avec une méthode de pré-collecte, parce qu'à jusqu'aujourd'hui, Isaac a la mission de collecte, c'est-à-dire que faire des bacs et porter ces bacs à certains endroits bien précis. Alors moi, je suis allé plus loin en posant un problème de pré-collecte, parce que je m'étais rendu compte qu'Isaac ne peut pas aller dans certains quartiers où les camions ne peuvent pas emprunter certaines rues pour aller prendre les ordures auprès des populations. Et je m'étais dit qu'avec une moto tricycle,
ça pouvait aller jusqu'au domicile des ménages et porter, n'est-ce pas, les ordures. Donc, j'avais bâti dans ma campagne autour de ce projet de précollecte d'ordures avec des motocycles. Alors, quand je n'ai pas pu avoir la mairie, j'avais tout simplement créé une société que j'ai appelée Hyper Clean Sale. Et cette société, je m'étais, en 2021, j'avais pu acheter 25 tricycles et puis nous basons aussi sur le conditionnement. La population utilise des sacs de conditionnement. Vous êtes certainement là-bas en Europe, vous savez que les ordures, on les met dans des sacs plastiques poubelles. On ne les met pas dans les seaux ou bien c'est pas dans les sacs Banjop. Donc, il était question d'amener les populations à utiliser le sac poubelle. Donc, j'avais pu avoir 25 tricycles et puis 3500 cartons de sacs plastiques poubelles. Et j'avais lancé la société qui devait donc travailler avec les communes. Donc, j'avais signé un contrat de concession publique avec la commune Yaoundé 5e. À la première année de contrat, cette commune a été 3e commune la plus propre du Cameroun. La deuxième année, elle était première commune la plus propre du Cameroun. Après, ça s'est brouillé un peu parce qu'on aurait soufflé au maire. Si je continue à cette allure avec sa commune, la prochaine élection, c'est dans sa commune que je serai candidat et non pas à Yaoundé 4. Donc, je n'ai plus de possibilités pour faire ce travail. Donc, aujourd'hui, c'est dans ça que je fais, dans la gestion des ordures, où actuellement, je travaille dans les casernes militaires. C'est-à-dire que c'est cette société, c'est Christine qui porte les ordures dans les casernes militaires de la garnison de Yaoundé. Le ministre de la Défense, en 2021, quand je lui avais présenté le projet, au moment où Isakam avait de la peine à porter les ordures dans le clavier de Yaoundé et que les casernes étaient bondées d'ordures, moi j'ai profité, je suis allé présenter ce projet avec les tricycles que j'avais déjà et les plastiques que j'avais déjà. Et il m'a fait l'honneur et le plaisir, n'est-ce pas, de me laisser avoir accès dans les casernes où j'ai des employés qui s'occupent de conditionner et puis les chauffeurs viennent avec des motos, ils portent les ordures, ils amènent vers là où il y a les bacs à Isaac, même si les bacs se trouvent à 2 km. Donc c'est à cela que je m'occupe actuellement. J'ai aussi des contrats avec l'Université d'Afrique centrale et d'autres particuliers qui, n'est-ce pas, suivent notre projet. Donc c'est ça que je fais le matin, Michel. Alors, on constate que vous êtes devenu un homme d'affaires. On dirait que vos affaires prospèrent plutôt bien. Est-ce que l'adhésion au RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je parle bien de votre adhésion, n'a pas justement pour objectif de faire fructifier les affaires en question? Bon, écoutez, je commence... je crée cette société en 2021. Mais déjà avant la société, Michel, j'ai créé d'autres entreprises avant. J'avais une radio que j'avais créée, j'étais pas dans le RDPC. J'avais un cabaret, restaurant, n'est-ce pas, Titi Garage, j'étais pas dans le RDPC. J'ai même eu, n'est-ce pas, d'autres structures que j'ai pu créer, j'étais pas dans le RDPC. Mais d'aucuns diront que pour avoir tous ces contrats dont vous avez parlé avec votre société de précollecte d'ordures, écoutez, il fallait faire le pas vers l'adhésion au RDPC. Non, j'ai eu le contrat avec Yaoundé 16, j'étais dans l'opposition. D'accord. Je suis entré dans les casernes étant dans l'opposition. Vous savez, à un moment donné, il faut que les gens pensent que quand on est opposant, on ne peut pas proposer. Mais il faut proposer quelque chose qui passe. Il faut proposer un projet qui va toucher et qui est important, quoi. Alors, en 2021, j'étais opposant. Ouais. Avant d'aller voir le monsieur le ministre de la Défense avec le projet Hyper Clean, j'avais d'abord fait le tour des casernes. J'avais fait le tour des casernes, j'ai vu comment les casernes étaient bondées d'ordures. Alors, lorsque vous êtes ministre de la Défense, vous avez des casernes bondées d'ordures, et quelqu'un vient vous montrer, vient vous présenter un projet qui peut débarrasser les casernes de ces ordures, vous n'allez pas d'abord regarder s'il est du RDPC ou s'il ne l'est pas. C'est ça. La première préoccupation sera que la personne, justement, vienne vous aider à vous débarrasser des ordures. Ouais. C'est pour ça que le ministre de la Défense, en 2021, n'était pas dans le RDPC, m'avait accepté dans les casernes. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec lui et tous les autres par rapport à ce contrat, on n'évoquait même pas l'aspect politique.
On ne m'avait jamais demandé de poser dans l'opposition, ou bien jamais. On parlait juste du travail, de ce que je dois faire et des attentes. Qu'est-ce que je proposais, qu'est-ce que je pourrais faire, et est-ce que j'ai le matériel qu'il faut. Et quand j'ai pu démontrer que j'ai le matériel qu'il faut, et que c'est que je pouvais, que je pouvais effectivement faire ce dont je venais le voir, on m'a donné accès. Pareil pour l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous savez, les catholiques, ils sont très compliqués. Pour travailler avec les catholiques, il faut être sûr que ce que tu proposes véritablement est ce que tu proposes. Donc, j'ai pu bénéficier aussi de leur soutien à ce niveau. Je n'étais pas toujours dans le RDPC. Voilà. Je viens adhérer au RDPC, je crois, 2 ans plus tard, en 2023, en août 2023, l'année passée. L'année dernière, oui, exactement. Voilà, et ça, c'est une décision personnelle, parce que je m'étais rendu compte que j'avais effectivement fait 2 ans, pratiquement, ou 3 ans, j'avais déjà fait pratiquement 2 ans, 3 ans sans faire la politique. Parce qu'après 2020, je m'étais retiré de la politique. Et là, il fallait que je me remette sur la scène politique. Et j'ai pris le temps d'observer entre cette opposition avec qui j'ai pratiquement fait 20 ans, 25 ans, et qui m'avait pratiquement lâché seul face au RDPC en 2020. Et le RDPC, alors, ma conscience a choisi le RDPC. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est un parti bien organisé, bien encadré, qui peut me permettre de grandir encore plus sur le plan politique. Parce qu'en 20 ans, à l'opposition, j'étais leader. J'étais président de parti, j'étais leader, je n'étais pas sous l'encadrement d'un parti politique. C'est moi qui donnais toutes les consignes, je me levais un matin, je disais, bon, maintenant, je vais faire telle marche, je vais faire telle mobilisation, et je le faisais. Ouais. Or, maintenant, je suis encadré, j'apprends, je comprends mieux ce que c'est qu'être militant d'un parti politique organisé comme le RDPC. D'accord. Alors, venons donc à ce qui nous rassemble dans cet échange. Il s'agit de l'affaire Vanessa Tchatchou, du nom de cette jeune fille, cette jeune Camerounaise, dont le bébé a été volé le 20 août 2011 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso. Alors, cette jeune fille, à l'époque, a 30 ans aujourd'hui, elle est avocate et il y a quelques jours ou quelques semaines, elle vous a cité dans une émission comme étant celui-là même qui avait décidé de s'occuper de son problème au départ avant de retourner complètement la veste par la suite. Alors, dites-nous, Duval, dans quelles circonstances est-ce que vous avez rencontré Vanessa Tchatchou au plus fort de cette affaire de vol de son bébé? Est-ce que vous pouvez nous décrire les circonstances dans lesquelles vous rencontrez Vanessa? Ok, j'aurais souhaité que peut-être cet entretien soit en direct, parce que je veux bien croire que tout ce que je vais dire ici sera bien exploité. Non, très bien. Rassurez-vous. Ok. Alors, Vanessa accouche le 20 août 2011. Exactement. Moi, quand elle accouche, j'étais même pas encore dans une radio. Et puis, en novembre, j'étais encore sous la fermeture de Sky One. Je savais que j'étais à Sky One, on avait fermé. Fermé, oui, oui. 2009, en août 2009, oui, je me rappelle. Voilà. Donc, en novembre 2011, Francis Libéral, qui a la charge de lancer Amplitude FM au contact, je me rappelle, il m'appelle, je suis attribué en séminaire, et il me dit qu'il a un nouveau projet et qu'il souhaite que je puisse faire partie de l'équipe de ce projet. Ouais. C'est comme ça que je vais aller sur Amplitude FM. Nous sommes en novembre. Et je crois que c'est quand je commence cette émission là-bas, qu'un jour, je reçois, n'est-ce pas, la mère de Vanessa, que je crois Vanessa elle-même. Sylvie Joyet, voilà. Oui. Voilà, c'est elle qui vient me voir. C'est pas moi qui suis allé vers elle, c'est elle qui vient me voir. Il faut dire que entre entre le 20 août et quand elle vient me voir, elle était toujours à l'hôpital et cette affaire n'avait pas encore pris de l'ampleur. Je crois que tu étais à Yaoundé à l'époque. Exactement, oui, oui. Voilà. Donc c'est quand elle vient me voir, avec l'audience que j'avais, que cette affaire prend véritablement de l'ampleur. C'est ça. Alors, je me mets corps et âme dans cette histoire
Et ça prend de l'ampleur pendant des mois jusqu'au mois de mars, avril. On est dedans. C'est ça. Voilà. Voilà comment j'arrive dans ce problème. Ouais. Et par la suite, on a certains de vos auditeurs, certains des auditeurs, pour dire les choses ainsi, ont constaté que vous avez viré à 180 degrés, que vous avez changé votre perception de ce problème, de ce scandale-là, et que vous avez défendu la thèse selon laquelle c'est Vanessa Tchatchou qui aurait demandé à une de ses copines à Labingwa de venir chercher le bébé à l'hôpital. Alors, comment est-ce que vous découvrez à Labingwa? Parlez-nous un peu de cette fille. Comment est-ce que vous la découvrez? Je voudrais d'abord dire quelque chose. Oui. Vous savez, quand vous menez une investigation, oui. Vous êtes au centre de l'investigation. Ceux qui vous écoutent ne sont pas au centre, ils ne vivent pas ce que vous vivez quand vous êtes au cœur de l'investigation. Je n'ai jamais fait un virage à 180 degrés. Exactement. Alors, il se trouve, Michel, que quand Vanessa et sa maman viennent me voir à la famille, elle me donne une version. Vous savez, si je n'ai jamais fait de prison pour diffamation, parce que j'avais ma méthode de travail, oui. Les gens pensaient que lorsqu'on venait me voir et qu'on me donnait une version, cette version était d'office pour moi une version vraie. Ouais. Non. Quand on venait me donner une version, quand on me donne la version, vous la recopiez, oui. Oui, j'ai écouté. Maintenant, il me revient à moi de chercher à partir de la version la vérité. Exact. Bon, alors, moi je suis au cœur de l'affaire. C'est moi qui cherche la vérité. Parce que dans l'émotion, par les pleurs de Vanessa, les pleurs de la maman, tout le monde était emballé par l'émotion. Moi, quand je la fais pareil, j'enlève d'abord l'émotion. Je ne suis pas émotif. Ouais. Parce que pour dire la vérité dans une situation pareille, il faut éviter d'être émotif. Exactement. Il faut être direct. Il faut chercher la vérité, rien que la vérité, et éviter, n'est-ce pas, de tomber dans les émotions. C'est ce que je vais faire. Ouais. Alors, quand ceux qui sont dans les émotions des pleurs, les émotions et qui veulent absolument entendre qu'un bébé a été volé et puis on ne fait rien, et celui qui chasse les émotions et se dit je dois trouver la vérité dans cette affaire, il y a une très grande différence. Ouais. Donc, je me mets dans les émotions de côté et je me mets à la recherche de la vérité. Exactement. Voilà. C'est ainsi que dans cette recherche de vérité, je découvre des choses. Le problème, c'est que quand je découvre ces choses, je les découvre seul. C'est ça. Et je dois venir rendre compte aux auditeurs. Quand je viens rendre compte aux auditeurs qui sont là dans les émotions, il est difficile, n'est-ce pas, de faire en sorte que tout le monde croit à ce que moi je viens de dire. Ouais. Mais j'ai l'obligation de dire ce que j'ai vu, voilà. Ce que j'ai entendu. D'accord. C'est pour ça que j'ai jamais fait de prison pour diffamation. Ok, donc ça veut dire que vous avez vu et vous avez entendu à Labingwa. Comment vous l'avez découvert? Ça veut dire quoi? Avant d'arriver chez Labingwa. Oui. On est arrivé chez Labingwa. Oui. Au cours d'une émission, j'ouvre le téléphone et je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit que l'histoire que vous racontez là, il y a une histoire similaire ici. Il y a une femme avocate, une femme magistrate qui a un enfant, ils ne sait pas trop. Bon, elle a un bébé, ils ne sait pas trop comment elle a fait pour avoir le bébé. Au téléphone en direct. Alors, je vais prendre le numéro de cette dame. Je vais aller vers elle et elle va me donner le nom de la magistrate et où est-ce que cette magistrate travaille. Il se trouve qu'à l'époque, elle travaille au parquet d'Onfou. D'Onfou. Ah, c'est la fameuse Caroline Menjang Koum-Ate, la magistrate. Voilà. Que Vanessa Tchatchou accuse d'avoir volé son bébé. Écoutez donc, c'est moi qui viens, quand j'ai cette information, avant d'aller voir la magistrate, c'est moi parce qu'à chaque fois, je rendais compte à Vanessa et à sa mère de mes progressions sur le terrain. C'est moi qui viens leur dire que voilà, cette dame qui a appelé à la radio, je suis allé la voir. Il se trouve qu'il y a une histoire pareille avec une magistrate au nom de telle qui est à vous. C'est moi qui sort le nom de cette magistrate auprès de Vanessa. C'est les secrétaires qui le disent aux Camerounais. Alors, je vais leur dire également que je vais aller la rencontrer. Parce que
Elle doit me dire, je dois dire si c'est elle vraiment, je vais en découdre. Vous savez, Michel, je dois dire, rappeler aux Camerounais, qu'avant cette affaire, j'avais déjà, en 2009, étant à Sky One, libéré 4 enfants d'une dame on avait acheté ces enfants dans un orphelinat. Elle était allée les laisser dans un orphelinat. Et elle était gravement malade. Elle laissait ses enfants avec des jumeaux. Et on les avait achetés. Les jumeaux, on l'avait acheté à 12 millions. C'était un colonel et son épouse à l'époque. Oui, je me rappelle bien de cette affaire, oui, qui a fait grand bruit. C'est que les Camerounais qui veulent m'accuser aujourd'hui d'avoir été corrompus, si ce colonel et son épouse avaient donné 12 millions à l'orphelinat, vous pouvez imaginer combien ils pouvaient me donner pour que je trouve cette affaire. Parce qu'ils avaient déjà fait 3 ans et demi avec ces jumeaux. C'était leurs enfants. Tout le monde savait que c'était leurs enfants, la famille. Dans les écoles, les enfants étaient inscrits. Mais je m'étais mis dans cette affaire et j'étais allé récupérer ces jumeaux sur le colonel avec l'aide d'un autre colonel de gendarmerie qui était commandant de légion à l'époque, le colonel Loubazan. Aujourd'hui, il est le général Loubazan. Oui. Donc, les gens ont oublié ça. Les gens ont oublié, c'est que Ebalé a eu à faire par le passé où il aurait pu avoir beaucoup de millions. Il n'a pas fait. Bon, alors, pour revenir à ce que je disais, moi, quand je me sens long de la magistrat, je me dis, voilà, un nouveau prophète que je vais avoir. Je vais la mettre à nu, on va récupérer le bébé. Moi, dans ce métier, c'était des victoires que je cherchais. C'est ça. Je n'ai jamais cherché de l'argent. Mais quand je faisais taper un grand coup, comme on dit, j'étais fier de moi-même. D'avoir soulagé des gens. Donc quand je vais vers la magistrat, c'est avec cet esprit. C'est ça. Que je vais faire un peu dur. On va récupérer ce bébé. Et ce sera encore des lauriers, ce sera des trophées que j'aurai engendrés dans le cadre de l'investigation. Malheureusement, Michel, quand j'arrive en fou, déjà, il faut le courage que j'avais eu à l'époque de me lever, aller voir une magistrate ou un magistrat dans son bureau, dans son parquet. Mais je suis arrivé là-bas. C'est ça. Elle était devant que je suis numéro 9, quelque chose comme ça. Je suis devant elle, je suis dans son bureau, je suis assis devant elle. Et je lui ai dit, madame, je suis venu vous voir parce que il paraît que vous avez un bébé qui n'est pas votre bébé que vous avez volé. Cette femme a pris le pic, elle a commencé à taper sur la table en me regardant droit dans les yeux. Je voudrais vous dire que les 1 ou 2 minutes qu'elle me regardait restent jusqu'aujourd'hui les minutes les plus dures de ma vie. Parce que je m'étais fait tout un film dans ma tête pendant qu'elle me regardait. Je dis, ok, c'est qui va sortir de sa bouche là-bas. Après être monsieur Balé, vous êtes venu me diffamer dans la minute là, ma tête réfléchit, ma tête fait le tour du monde. Je me dis, ok, ce qui va sortir de sa bouche là maintenant, c'est que vous venez me diffamer dans mon bureau. Alors je vais vous faire arrêter pour que vous apportez les preuves de ce que vous dites. Ouais. Mais j'étais là de la regarder. Mais j'avais été surpris par sa réaction. Parce que la première réaction, et c'est ça qui a commencé à me marquer, c'est qu'elle m'a dit, ok, monsieur Balé, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes dans mon bureau, vous venez de me dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je vais vous apporter des éléments de preuve par rapport à ce que vous venez de me dire. Oui. Mais donc, on va partir de mon bureau, on va aller quelque part, on a dans un restaurant là-bas au fou. On s'est assis, et elle avait son sac, Michel. Ouais. Elle a sorti des éléments de preuve de son sang, notamment la fiche d'accouchement du bébé qu'elle avait, qui était né avant le 20. Avant le 20. Elle n'était pas né après le 20, mais avant le 20. D'accord. Oui. Mais le bébé était né le même mois quand même. Le même mois d'août. Mais le même mois. Oui, 2011. Le numéro d'accouchement sur la fiche était le numéro 22. Oui. Même pas, je vous parle là, je n'ai aucun papier, pas sur l'histoire qui est dans ma tête. Oui. Et ce bébé était né à l'hôpital central de Yaoundé. À l'hôpital central de Yaoundé. Voilà. Bon, elle m'a montré tous ces documents. Oui. J'ai dit, ok. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Et c'était au cours de cette même période, la période 2011-2012? Oui, c'était
C'était en 2011. Mais là, il y a problème parce que je me souviens à l'époque, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, au cours d'une conférence de presse, avait parlé d'un bébé en cours d'adoption. Mais finalement, quelle est la version que l'on retient? Elle a adopté l'enfant ou elle a accouché finalement? Je vais vous dire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Alors, moi, je me refuse d'aller dans le sens de M. Chiroma. Ouais. Mais je vous dis que les documents de naissance du bébé que j'ai vus, c'était de l'hôpital central, accouchement numéro 22. Ouais. Et il y avait d'autres documents, justement, qui partaient dans le sens de M. Chiroma, comme a montré. Ouais. Passant par des centres d'adoption et tout, que j'ai vu. Ouais. Alors, quand j'ai fini de causer avec elle, elle m'a fini de me montrer tout ça. Quand je parle de vous, je ne m'arrête pas là. C'est ça. Je vais à l'hôpital central. Et je découvre effectivement là-bas que cet accouchement, numéro 22, a bel et bien eu lieu là-bas. D'accord. Michel, je connais le nom qui se trouve sur cette fiche d'accouchement. Mais je dis par respect pour cette maman, pour cette femme, il y a des choses que je ne vais pas parler ici, que je ne vais pas dire, parce que ça sera public. Voilà. Bon, me l'a dit. Avec ta permission, on va revenir sur le cas Ala Bingwa, qui est d'ailleurs au cœur de... Je vais donc y arriver. D'accord, oui, allons-y. Pendant que moi, je fais l'investigation un peu de la magistrate et tout pour savoir si c'est le bébé de Vanessa. Alors, les investigations à l'hôpital central, au centre d'adoption, c'est le CAED ou c'est quoi là? Le CAED, voilà. Voilà. Les gens qui sont passés là-bas, alors, tout me démontre que le bébé dont on m'a parlé, apparemment que je suis à la radio, n'est pas celui que nous cherchons. Je rentre donc vers Vanessa et sa famille, je leur dis voilà, et il y a même le procès chambre d'Anthony, je leur dis voilà, le bébé dont on a parlé dans le coup de fil, ce n'est pas celui que nous cherchons. Voilà. C'est où d'abord il y a un retournement donc. Le procès chambre d'Anthony qui m'avait fait écouter quelques jours avant de par mes investigations se retourne contre moi. Déjà, il disait qu'il va me porter plainte. Oui, il avait dit qu'il me porterait plainte par rapport à ça, parce que après lui, à l'instant là, je vais dire que corrompu. Je lui disais que non, professeur, je vous dis ce que j'ai vu, je vous dis ce qui est réel. C'est pas le bébé que nous cherchons qui est là-bas. Il y a effectivement un bébé là-bas, mais ce n'est pas ce bébé, parce que voilà. Et pendant que j'y suis, il faut dire qu'entre-temps, l'hôpital Généco avait déposé une plainte. Et une plainte contre qui? Non, une plainte contre inconnu. Inconnu, oui, pour vol de bébé, voilà. Oui, exactement. C'est comme ça que la brigade de Kolmeseng, c'est la brigade de Kolmeseng qui tombe d'abord sur Ala Bingwa. La brigade de Kolmeseng, qui est à la municipale. Quand tu dis la brigade de Kolmeseng tombe sur Ala Bingwa, ça veut dire quoi? Elle a été arrêtée ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle avait dans un premier temps arrêté. Par la brigade de Kolmeseng. C'était à quelle date? Est-ce que tu te rappelles de la date? Non, je ne peux pas me rappeler des dates exactes, parce que là, je vous dis, je n'ai pas de documents, je vous raconte l'histoire que j'ai vécue, donc je serai imprécis sur les dates. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis informé qu'il y a une certaine Ala Bingwa, qui serait l'ami de Vanessa. D'ailleurs, Vanessa a dit avec lorsqu'elle a grandi, n'est-ce pas, en Kolmeseng, et Ala Bingwa aussi a grandi en Kolmeseng, habitant là, quelque part, là, vers Titi Garage. Alors. Mais c'est pas parce qu'elles ont grandi dans le même quartier qu'elles se connaissent quand même, qu'elles sont des amies. Non, écoute. Oui, allons-y. Je veux que les Camerounais m'écoutent tranquillement. D'accord. Alors, je décide donc d'arriver du côté de Nkoteng, parce que j'ai des informations par rapport à Nkoteng.
Quand je vais en Côte-Nord, je vais avec Christy Suite, qui est une chanteuse ici, parce qu'elle me dit qu'elle aussi est venue, vous allez voir ce qui se passe. Oui, je suis Sangoku, de la chanson, je suis Sangoku et tout ça, oui. Voilà. Si tu as son numéro, tu peux l'appeler, elle te dira ce que je dis là. Oui. On arrive en Côte-Nord, on ne connaît personne, on n'a que le nom d'Alabi. Oui. On se rend compte qu'Alabi est une petite vedette en Côte-Nord. Oui. C'est-à-dire que la première moto à qui tu demandes Alabi, c'était une jeune fille... non, attends, Duval, avant qu'on aille en Côte-Nord, tu dis qu'elle a été arrêtée par la brigade de gendarmerie de Nkolmesen. Et est-ce à dire qu'elle a été relâchée par la suite parce que tu as dit au cours de l'émission sur sur la chaîne, une chaîne de télévision locale tout récemment, qu'elle avait voyagé pour un Côte-Nord avec le bébé mort de Vanessa. Écoute, je vais te dire. Oui. Dans mes investigations autour de Vanessa, oui. Parce que quand la piste de la magistrate se montre infructueuse, oui. Donc, si elle est infructueuse, en tant que journaliste d'investigation, il faut que j'essaie de me renseigner autour de Vanessa elle-même. Oui. Mais où, moi, je découvre à Labingwa. Parce que quand je vais en Côte-Nord, Alabi n'est pas encore, je peux dire que les dates, je ne peux pas bien connaître, elle n'est pas encore interpellée par la brigade de Kolmesen. Ok. Elle n'est pas encore interpellée, lui. Donc, j'arrive donc en Côte-Nord. Est-ce que tu as rencontré la Labingwa en question? Est-ce que tu as pu mettre la main sur elle, toi? Laisse-moi y aller. Ok, allons-y. J'arrive en Côte-Nord. La première moto que tu demandes, on connaît sa mère, là où elle habite, on connaît sa grand-mère qui est secrétaire générale à la commune. Et je décide donc de me rendre à la commune de Côte-Nord. Voir la secrétaire générale de la commune qui est la grand-mère d'Alabi. Ouais. J'arrive dans son bureau, je lui dis que je suis venu par rapport à une certaine Alabi, que c'est ma petite fille. C'est elle qui me raconte l'histoire d'Alabi. Elle me dit, c'est ma petite fille. On était ici, elle est partie à Yaoundé. Elle est revenue quelques mois après c'est elle qui me raconte. Michel, je crois que je vais te passer le numéro de cette maman parce qu'elle vit encore. Après l'interview, oui. Pardon? Après l'interview, bien sûr. Oui. Et qu'elle était revenue elle est partie quelques mois avec un bébé mort, un petit bébé mort dans la valise. Et elle lui dit qu'elle a accouché. Et elle lui demande, mais comment tu es parti si tu n'étais pas dans cette communauté? Elle dit que j'ai accouché et le bébé est mort. Ouais. Elle prend sa petite fille, elle l'amène chez le médecin. Quand elle arrive chez le médecin consulte l'enfant et se rend compte que l'enfant n'a jamais porté de grossesse, n'a jamais accouché. Ouais. Le médecin va le lui dire. Ouais. C'est elle-même qui va prendre sa fille à l'époque des faits. Ouais. Vous allez donc comprendre comment elle arrive finalement en Kolmesen. Après, elle prend sa fille qui se trouvait en Côte-Nord à l'époque des faits. Elle l'amène à la brigade, sur le commandant de brigade. Ouais. C'est à la brigade lors de l'audition. Donc ça veut dire que la gendarmerie de Nkolmesen l'a d'abord arrêtée puis relâchée et c'est par la suite qu'elle est, je sais pas moi, qu'elle a pu voyager pour... Non. Oui, d'accord. Vous savez, le bébé de Vanessa est né prématuré. Oui. À 7 mois. Donc quand on sort le bébé de l'hôpital pour l'amener à Titi Garage, il ne résiste pas. Oui. Il fallait que le bébé soit dans la cour. D'accord. Donc le bébé n'a pas résisté, le bébé il est vite décédé. Il est mort. Et c'est après donc la mort du bébé qu'elle l'a mise dans la valise, selon ta version. Elle est descendue directement avec le bébé sur le côté. Mais à quel moment est-ce que la brigade de Nkolmesen a mis la main sur elle? Je comprends pas. Je suis en train de vous parler de la brigade d'abord de Côte-Nord, là où elle va donc faire la relation avec le bébé de Vanessa, le bébé de l'hôpital Génico. D'accord. Donc, c'est la brigade de Côte-Nord qui l'amène en Kolmesen. Voilà. Ah, ok. Donc, c'est par la suite, alors, que de Côte-Nord qu'on l'amène en Kolmesen. Voilà. Puis, à ces déclarations. Oui. Elle va faire des déclarations qui seront prises sur procès verbal. Oui. Michel, je sais que tu as quelqu'un au Cameroun, que tu l'envoies en Côte-Nord. Peut-être qu'on peut garder encore ces choses-là là-bas au mois d'août. D'accord. Entre le 20 août et peut-être le 30 août, quelque chose comme ça, parce que l'enfant n'a pas mis long dehors. Oui. On va vous dire que cette affaire s'est effectivement passée là-bas à la brigade. Donc, on peut même vous faire lire
les déclarations d'Alabingwa. Ouais. Entre-temps, je finis de lire dans les auditions au moment où on dit voilà. C'est ce qu'elle a dit. C'est où je me rends donc compte que, effectivement, le bébé que nous cherchons à Yaoundé s'est retrouvé en Coteng par le biais d'Alabingwa. D'accord. Je peux te dire, au moment où je viens voir cette maman, Alabi n'est plus en Coteng, Alabi n'est plus à Coteng, Alabi est déjà transféré à la brigade d'un Colmessin. Voilà. Donc ça veut dire que tu n'as pas pu la voir alors? Bon, je ne l'ai pas vu, j'ai seulement lu ses déclarations. D'accord. Je vais voir à la brigade d'un côté. D'accord. Alors, je vais demander son numéro à la maman. Parce que dans ses déclarations à la brigade, elle dit que dans la nuit du 20 au 21, ouais. Vanessa l'avait appelé qu'elle est déjà à l'hôpital. C'est là l'élément clé de cette affaire. Hein. Oui. L'élément clé. Donc quand je lis ça, je demande donc son numéro à la maman. La maman me donne le numéro d'Alabi. Ouais. Ok, c'est bon. Je reviens sur Yaoundé. Je vais voir Vanessa et sa mère. Je leur dis voilà là d'où je sors. Voici ce que j'ai trouvé là-bas. On dit que le bébé a été remis par Vanessa à sa copine qui s'appelle Tel. Et le bébé serait mort au quartier. Il a enterré le bébé en Coteng. Je vais proposer quelque chose de clair. Mais que penses-tu de la version selon laquelle, de ce rapport d'audition de la gendarmerie de Nkoteng là? Que penses-tu des déclarations d'Alabingwa? Est-ce que vous pensez que il est donné au premier venu d'entrer dans une salle de couveuse, ramasser un bébé prématuré et puis sortir comme ça, sans la responsabilité des médecins? On va y arriver, je vous donne l'occasion d'en parler. D'accord. Je sais que je finis de voir tous les éléments clés que je voulais évoquer. Ouais. Alors, l'élément clé ici, c'est quoi? J'ai le numéro d'Alabingwa. Alabingwa dit dans ses déclarations que Vanessa l'avait appelé dans la nuit du 20 au 21. Il y a le numéro de Vanessa et le numéro d'Alabi. Ouais. Donc, je ne peux pas demander un listing avec le numéro d'Alabi, un numéro orange. Et je ne peux pas aussi demander avec le numéro de Vanessa qui était un numéro MTN à l'époque. Je vais donc proposer à Vanessa, je lui dis ok, c'est très simple, pour m'aider dans cette investigation, prends ton numéro, on va faire une réquisition à MTN pour que nous ayons le ligne d'appel entre dans la nuit du 20 au 21. Si je trouve effectivement qu'il y a eu un contact téléphonique entre cette fille que tu dis que tu ne connais pas, parce qu'elle a commencé à me dire qu'elle ne la connaissait pas. S'il y a eu contact téléphonique entre vous deux, et peut-être à ce niveau que j'avais peut-être mal, je n'aurais pas peut-être dû dire ça. Je lui dis, s'il y a contact entre vous deux, moi-même je vais aller te livrer chez le procureur. Mais est-ce que sur la base de ce rapport d'enquête de la gendarmerie de Nkoteng, la responsabilité de Vanessa n'est pas engagée? Est-ce que y avait-il besoin qu'elle produise ce listing des appels pour que sa responsabilité soit engagée? Puisque si Alabingwa devrait être poursuivie, forcément elle doit être complice, puisque c'est elle qui a, bon, selon ta version, hein, je parle de ta version, puisque c'est Vanessa qui a, on va dire, demandé à sa copine, Alabingwa, c'est toujours selon toi, de venir chercher le bébé. Alors pourquoi est-ce qu'on doit arrêter Alabingwa et laisser libre Vanessa elle-même? Je vais te dire, Ouais. Moi-même, j'avais pensé à ça. Je vais te dire, pour le moment, Vanessa ne m'a pas permis d'affirmer qu'elle était en contact avec Alabi. Il n'y avait qu'elle pour me permettre d'affirmer cela. Oui. En acceptant qu'on a cherché un listing d'appel et d'établir une relation entre les deux numéros. Oui. Mais pourquoi n'avoir pas, puisque Vanessa a refusé, mais pourquoi vous n'avez pas demandé à un proche d'Alabingwa, puisque Alabingwa, selon toi, était déjà sous main de justice, pourquoi n'avoir pas demandé à une proche, ou je sais pas moi, à l'avocat, ou d'Alabingwa, de sortir le listing en question? Non, je ne travaillais pas avec Alabingwa. Donc ça, honnêtement, je n'ai pas cherché à la rencontrer, je n'ai pas travaillé avec elle, je ne connaissais même pas ses avocats. Donc, même pas un proche, un membre de la famille, même pas ça. Bon,
laissons la grand-mère, mais même pas un frère, une sœur qui pouvait t'aider. La seule personne que je connaissais de la famille, c'est la grand-mère qui était secrétaire générale à la mairie. Oui. Elle-même, elle avait lavé ses mains dans l'habit à partir de cette affaire. Oui. Et puis elle ne pouvait pas obtenir le listing. C'était plus facile pour Vanessa qui recherche son bébé. Et pour me montrer qu'elle ne connaît pas ce qu'on a dit, de me donner son numéro ou bien d'aller demander le listing et me l'apporter. Oui. C'était plus facile pour elle. D'accord. Bon, l'affaire a été... L'affaire a été portée en... L'affaire a même été jugée au tribunal de grande instance de Yaoundé par le juge Gilbert Schlick, qui a condamné Ala Bingwa et certains de ses complices à de l'autre peine de prison. Bon, pourquoi au cours de cette procédure, il n'a pas été question de ce listing des appels en question? Pourquoi le juge, le procureur Ntamak en charge de l'affaire, pourquoi n'avez-vous pas contacté le procureur Ntamak afin de pouvoir obtenir ce listing-là? Je vais vous dire, dans cette affaire, je vais le dire aujourd'hui, l'État n'avait pas voulu mettre le feu, l'huile dans le feu. Imaginez un seul instant que Vanessa Kameda a mis le monde entier et qu'à la suite, on vous dit qu'on l'a aussi arrêté, on l'a même encore arrêté, on l'a envoyé en prison. La gestion des choses, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que moi, je lui avais dit, c'était que moi, elle partait en prison. Mais sur quelle base allait-elle aller en prison, puisque il n'y a aucune preuve en dehors de ce qu'elle a appelé... C'est pour ça que je dis que si elle avait accepté, venir avec son listing d'appel et qu'on établisse une relation entre elle et Alabi, si c'était que moi, ça serait en prison. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Info TV. Dernièrement, j'ai dit... Non, mais la charge de la preuve incombe à celui qui accuse Duval. C'est toi qui estimais à l'époque que Vanessa était en contact avec Alabi. C'était à toi de te battre pour en apporter la preuve. Écoute. Oui, je t'écoute. Je n'accuse pas. Ouais. Je n'accuse pas. À l'époque, je suis avec Vanessa. Mais il y a un élément que je détecte dans l'affaire et je vais avoir le cœur net. Ouais. Elle ne me permet pas d'avoir le cœur net. C'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que tu penses que le rapport de la brigade de gendarmerie de Kouteng ne peut pas avoir été fabriqué pour les besoins de la cause? Bon, je vais te citer un exemple d'une affaire sur laquelle j'ai enquêté, l'affaire du décès du web comédien Samy Lenoir, dont le commissaire de Kribi dans cette affaire avait produit un rapport qui portait sur l'accident, un rapport qui était tiré par le cheveu puisque l'accident ne pouvait pas avoir eu lieu à 13h38 et la conductrice du véhicule qui a prétendument percuté le jeune web comédien être entendu à 17h. Donc j'avais estimé que ce rapport-là était sujet à caution. Donc le rapport d'une unité de police ou de gendarmerie ne saurait être une preuve irréfutable quand même, Duval. Écoute, Michel, ce que tu viens de dire est quand même terrible. Un accident peut avoir lieu à 13h38, comme tu le dis, et puis on auditionne le conducteur à 17h, ça peut se faire. C'est-à-dire que on peut le temps de l'interpeller, on l'amène au commissariat, on peut d'abord rester là attendre, avant qu'on vienne commencer les auditions. Il n'est mentionné nulle part que s'il y a une infraction à 13h38, il faut absolument qu'il y ait audition de celui qui a... Non, au moins à 14h ou 15h, quand même. Non. À ce moment, ça dépend de l'enquêteur à qui on a confié le dossier. On peut te convoquer dans une unité. Tu restes là, tu attends, on vient t'auditionner 6 heures plus tard. D'ailleurs, ce sont les techniques d'audition. C'est des techniques d'audition. C'est-à-dire qu'on te traite d'abord mentalement, tu es assis, tu ne sais pas pourquoi tu es là, ou bien tu sais pourquoi tu es là, mais tu te fatigues, et puis on va te prendre à une certaine heure, on te dit, viens t'asseoir, on va t'auditionner. Donc, vraiment... Non, mais sauf que là, le cas dont je parle est un flagrant délit, donc... Effectivement, même si c'est le flagrant délit, on l'a déjà d'abord interpellé. Ouais. Ce qui se fait, délit, c'est l'interpellation. Maintenant, on t'interpelle, on te met à l'unité. Maintenant, l'heure de l'audition dépend de l'enquêteur. Et je dis, en tant qu'investigateur,
en tant qu'enquêteur, lorsqu'on interpelle quelqu'un, la technique d'interpellation audition voudrait que on te fasse d'abord souffrir un peu avant de commencer à t'auditionner. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on a interpellé, il est arrivé tout de suite, dès qu'il arrive, on te fait asseoir devant l'enquêteur et on commence à te poser des questions. Non, on te laisse d'abord là. Ça, c'est pour travailler sur ton mental. Donc, le cas de Kidi... Et je tiens à dire que le rapport n'était que... En fait, c'était... Le rapport d'audition, c'était... juste les propos de la dame, hein. Ce n'était pas un jeu de questions-réponses, ce qui est inhabituel quand même quand il s'agit des rapports de police et de gendarmerie. Donc c'est la preuve justement qu'un rapport de police et de gendarmerie, ça se fabrique. Voilà. Dans un cas d'accident, généralement, on appelle ça, c'est une déposition, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de relater ce qui s'est passé. C'est pas une... Non, mais on peut lui poser la question, bon, quel est le permis ton permis est de quelle catégorie, quand est-ce que tu l'as obtenu, et puis voilà. Je vais vous dire, Michel, vous êtes à côté. Ouais. Quand vous arrivez, on dit présentez-vous, vous prenez vos cartes au départ, vous posez dans le cas d'accident, on dit ok, votre permis, c'est le permis qu'on demande. Alors, si on a déjà votre permis, on va encore vous poser des questions sur le permis. Oui. Donc, non. Revenons sur... revenons sur le cas Alabi, Vanessa et autres. Revenons sur le cas d'Alabi. Ouais. Michel, il faut que les Camerounais arrêtent de penser que lorsqu'il y a une affaire, l'État va aller s'asseoir, ça concerne 2 citoyens. Même si c'est Vanessa... Et c'est un cas de vol de bébé. Ouais. C'est même à ce moment, c'était pas une affaire. À cet instant, c'est pas une affaire Vanessa est magistrate. Ouais. C'est une affaire de vol de bébé. Ouais. Alors, il faut éviter de penser que l'État va s'asseoir pour réfléchir sur des stratégies pour camoufler l'affaire. On veut protéger le directeur de Généco parce qu'on veut protéger tel jusqu'à ce qu'on va monter. On va venir, on va prendre des journalistes comme moi, parce que c'est ce que j'apprends. On va faire des réunions avec moi pour me dire, non, on oriente l'affaire comme ceci, on va aller en Côte-Teng, on va dire au commandant de brigade de Côte-Teng, voilà, d'ailleurs le commandant ne savait même pas qu'on allait l'amener à Labi. C'est la maman d'Alabi qui a amené Alabi chez le commandant pour l'audition. Et qu'on va aller voir le pour dire que non, voilà, quand on va faire comme ça, tu vas dire que, ou bien, non, il faut que les Camerounais arrêtent ça. C'est vrai que les Camerounais aiment du sensationnel. Ils aiment bien, on aime bien accuser l'État parfois. Ou l'État fait ceci, l'État ne protège pas, l'État fait ceci, l'État a monté un coup, l'État allait faire ceci. Mais sont réalistes dans certaines choses. Tout ce que je vous raconte là, c'est des choses que moi j'ai découvertes. Jusqu'aujourd'hui, je crois que cette audition est encore là-bas en côté, les gens peuvent aller. Ils peuvent aller, je crois qu'il y a des archives. Je ne le cache pas. La maman dont je parle, elle n'est plus secrétaire générale de la commune, elle est déjà à Nanga, mais elle vit. Elle s'appelle Madame Sana. Je vais te donner son numéro. Maintenant, il y a quelque chose que moi j'aimerais quand même savoir, Michel. Vanessa, aujourd'hui, quand elle est sur un plateau de télévision, rapidement elle va dire Ebalé a été corrompu. Mais est-ce que vous avez remarqué que Maître Méli, qui était l'avocat de Vanessa à l'époque, ne parle plus de cette affaire? Et Vanessa n'a jamais dit que Maître Méli était corrompu. Vous ne posez pas la question. Non, mais il ne peut quand même pas en parler toute une vie. C'est vrai que... c'est vrai que Vanessa s'est battue comme elle pouvait pour retrouver son enfant. Elle a été expulsée de l'hôpital, elle s'est retrouvée au monastère de, je crois, Montphébé, où elle a été, dont elle a été une fois de plus expulsée. Elle a refait sa vie et puis elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui et voilà. Vous savez, alors tout ça, ce que je vais te demander, Michel. Oui. Tiens, je donne le numéro de Maître Méli. Oui. Appelle Maître Méli et demande-lui ce qui s'est passé et pourquoi, quand Vanessa a raconté par cette affaire, pourquoi lui ne parle plus. Parce que, je vais te dire, cette affaire a été portée justement à la justice. On a fait des expertises et des années partout. Et toutes les conclusions ont été, n'est-ce pas, envoyées aux avocats de Vanessa Tchatchou. Et à au professeur Chamdak Tomné.
Maintenant, si des avocats qui sont des spécialistes... Et les prélèvements ont été faits sur l'enfant de la magistrate aussi? Bien sûr, bien sûr. Ça a été fait... Par on va dire quoi, un centre d'analyse américain, Sorenson, je crois, dont vous avez parlé la dernière fois. Ce que je vais faire, je vais photocopier ces résultats, je vais te les envoyer par WhatsApp. Ouais. Parce que ça a été fait aux États-Unis et ça a été traduit par... Est-ce que les laborantins de Sorenson, donc ces Américains-là, est-ce qu'ils étaient sur place à Yaoundé à l'époque pour les prélèvements? Non, mais écoutez ce qui se passe. Oui. Le travail est fait sous la vigilance des avocats de Vanessa. Quand on fait, ils sont là. Oui. Ils sont là. Il y a eu des... Ils ont désigné des gens dans cette commission. Oui. Et comment on appelle ça, les échantillons ont été envoyés. Oui, et ces Américains ont également prélevé sur l'enfant de la magistrate et la magistrate elle-même, c'est ça? Non, écoute, le problème était d'établir si l'enfant que la magistrate a est l'enfant de Vanessa, ou alors l'enfant qui est entré en côté est l'enfant de Vanessa. Donc on avait besoin de l'échantillon de Vanessa, de l'enfant de la magistrate et de l'enfant entré en côté. On fait quoi les enfants de la magistrate dans cette opération? Non, ben il faut établir que l'enfant appartient à la magistrate puisque Vanessa Tchatchou accuse la magistrate d'avoir volé son bébé. Écoutez, ne profitez pas du fait qu'on peut dire que cette femme n'a jamais accouché pour dire que son enfant est l'enfant de Vanessa. Donc, il fallait juste établir que l'enfant qu'elle a est l'enfant de Vanessa. Et que on établissait que l'enfant qu'elle a est l'enfant de Vanessa, l'enfant allait prendre une autre tournure. Mais il s'est avéré que ça ne donne pas. Ça ne donne pas là. Les deux ADN n'ont pas donné, mais ça donnait à 85% avec l'enfant enterré en côté. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Appelez Maître Méli. Demandez-lui. Il va vous dire ce qui s'est passé pendant ces prélèvements, parce qu'ils étaient les gens commis des gens autour de toute cette affaire. Est-ce que les avocats de Vanessa ont assisté au prélèvement du cadavre du bébé, du cadavre du bébé enterré en côté? Mais bien sûr, il faut leur demander, puisqu'il y avait plein de voitures, tout un tas de monde qui était venu à Yaoundé. J'étais là le jour-là. Demandez à Maître Méli. Je crois que s'ils ont accepté les conclusions, c'est parce qu'ils ont été à toutes les étapes. Sinon, ils allaient refuter les conclusions. Et même, Maître Méli, c'est un très grand avocat. Il allait demander une contre-expertise s'il n'était pas rassuré. Il avait le devoir de demander une contre-expertise, de chercher un autre laboratoire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Tandis que lui aussi, il a été corrompu. Et le prélèvement sur ce cadavre-là, il a eu lieu où? En Cotin, au lieu de la sépulture de l'enfant? C'était sous mes yeux, en Cotin. On l'avait enterré à la véranda de la grand-mère. Ouais. C'était sous mes yeux, cet enfant était emballé dans une petite couverture rouge. C'était sous mes yeux, j'ai vu. Je parle de choses que j'ai vues. Donc maintenant, les avocats de Vanessa qui étaient très bien entourés à l'époque, tout un cabinet d'avocats était à sa disposition. Il n'avait qu'à demander une contre-expertise, aller dire à l'État que non, nous ne sommes pas sûrs de cette expertise, nous demandons une contre-expertise. Je crois qu'on l'avait fait avec l'affaire de Monseigneur Bala, où on a fait une contre-expertise, on a même fait venir des Allemands pour venir faire la contre-expertise. Alors, pourquoi les avocats de Vanessa Méli, pourquoi ils n'avaient pas demandé cette contre-expertise? Alors, Ala Bingwa a été condamné à 25 ans de prison ferme. Duval Le Bel et Balé, es-tu au courant qu'elle n'est plus à la prison centrale de Kondengui, qu'elle s'est évadée de prison? Avant d'y arriver, laissez-moi d'abord terminer, parce que ce que je t'ai dit est très important et j'espère que vous allez revenir sur ça. Je vous demande d'appeler Maître Méli, d'appeler le professeur Chamdan Toné, demandez-leur pourquoi ils n'ont pas demandé une contre-expertise des analyses d'ADN qui avaient été faites et qui avaient démontré que l'enfant enterré en côte était effectivement... Qui a réalisé même ces tests d'ADN? Ce sont les Américains de Sorenson je vais te dire. Ou alors c'était qui? Oui. Je vais te dire. Vanessa étant entourée, les avocats pouvaient même contester les échantillons et pouvaient demander
de nouveaux prélèvements. Bien sûr, ce sont des avocats. Ouais. On l'a vu avec Monseigneur Bala. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'eux aussi ils ont été corrompus. On peut le dire. Et bien Vanessa ne cite pas qu'elle est sur les plateaux de télévision. Elle ne dit pas que ses avocats ont été corrompus. Elle n'a jamais dit que Maître Mélie, qui n'a jamais demandé une contre-expertise d'analyse ADN, qui n'a jamais demandé... Mais Maître Mélie a déclaré, ça c'est selon Vanessa, qu'ils ne sont pas concernés par la procédure contre Alla Bingwa, que c'est pas leurs oignons là. Non, écoute un peu. Il est dit qu'un bébé a été volé. Et les avocats sont saisis par rapport au vol du bébé. Ouais. Quand je commence à voir le professeur Chamla Tonnet qui était avec Vanessa, le nom de la master n'était pas encore sorti, j'étais déjà avec elle. Ouais. Bon, maintenant, on vous dit que le bébé qu'on dit avoir été volé est mort et enterré en côté. Mais oui, vous participez au prélèvement. On vous envoie les conclusions. Si vous n'êtes pas d'accord, dites à l'État que non, nous ne sommes pas d'accord. Ouais. Et vous demandez une contre-expertise d'analyse, une contre-expertise de prélèvement. Ouais. Demandez même à l'État de faire venir des gens, c'est ces mêmes beaux gens, qu'eux-mêmes viennent faire des prélèvements et qui ne savent pas faire des analyses. Ouais. Pourquoi Maître Mélie n'a jamais fait? C'est ça. Et aujourd'hui, Vanessa est avocate, c'est-à-dire qu'elle a fait du droit. La question que je me pose, c'est pourquoi aller seulement sur les plateaux de télévision? Elle est avocate, elle est dans le cabinet d'un des plus grands avocats du Cameroun, Maître Kenyé. Elle a eu un avocat très réputé qu'on appelle Maître Mélie. Mais, si elle prouve que tout ce qui avait été fait en 2012 avait été mal fait, si elle a des éléments nouveaux, parce que le droit le permet, si elle a des éléments nouveaux, qu'elle s'entoure encore de ses avocats et qu'ils attaquent avec ces éléments nouveaux. Ouais. Si elle conteste tout ce qui avait été fait en 2012, elle est quand même assez érudite, elle est érudite de droit, elle est avocate. Qu'elle regroupe les maîtres, ses parents et tout, dans le droit, et qu'ils entendent de nouvelles procédures et qu'on nous apporte d'autres résultats. Pour le moment, nous nous fions aux résultats qui avaient été validés en 2012 par ses avocats, par le professeur Chamla Tonnet et par tous ceux qui avaient passé par cette affaire. Si on veut mettre 13 ans plus tard, il y a eu des données nouvelles. Mais Vanessa sait comment faire. Mais le fait d'aller s'asseoir à la télé, est-ce que c'est ça qui va prouver qu'elle a eu des données nouvelles? Parce que Vanessa a reçu ces tests, ces résultats d'ADN, ces analyses. Elle les a reçus par ordonnance du juge. Les avocats ont reçu. Oui. Et parlant de justice, justement, je parlais de la condamnation d'Alla Bingwa tout à l'heure à 25 ans de prison. C'était en 2012, hein, si je ne me trompe pas. Alors, jusqu'à présent, depuis 2018, Alla Bingwa s'est évadé de prison. D'abord, comment est-ce que tu as réagi après avoir appris que Alla Bingwa s'est évadé de prison? Est-ce que c'est possible de s'évader de la prison centrale de Yaoundé comme ça, après avoir... La première information que j'avais reçue d'elle, comme ça, c'était qu'elle avait accouché en prison. Ça, vous savez qu'elle avait porté finalement une grossesse là-bas, elle a accouché. Ouais. Bon, l'information de son évasion, je ne l'avais pas eu à chaud. Je l'ai eu comme ça par la suite. Maintenant, comment on fait pour s'évader de prison? Et comment vous expliquez cette évasion assez bizarre, assez spectaculaire, entre guillemets, pour une fille, une pauvre fille de rien du tout qui a volé le bébé dans un hôpital, s'évader aussi facilement de prison? Est-ce que son procès n'était pas une mise en scène au final? Écoutez, c'est en 2012 qu'elle est arrêtée et vous me dites que c'est en 2018. Donc, t'as dit 6 ans après, oui. Et pourtant, elle a été condamnée à 25 ans de prison. Oui, à ce niveau, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai véritablement, comme j'ai dit, je ne me suis pas trop intéressé au côté Alla Bingwa. J'étais avec ceux qui m'avaient contacté. Ouais. Et j'essayais de trouver le bébé de Vanessa. Et je me suis rendu compte que ce bébé s'était retrouvé
en côté, enterré. L'État a fait ce qu'il a pu faire, des analyses et tout ce qu'il a fait. On a démontré qu'il s'agit effectivement de bébé. On a envoyé les tests d'analyse à Vanessa, tout comme on envoie ses avocats. Bon, il n'y a pas eu une demande de contre-expertise. On se limite à cela. Maintenant, Alabi qui a été condamné et qui a été évadé, je ne me suis pas intéressé à l'autre là. Bon, je vais revenir sur quelque chose que tu as évoqué en début, c'est-à-dire que comment est-ce possible que ce bébé ait été sorti de l'hôpital gynéco. Voilà, justement, parce que dans votre enquête, vous n'avez pas beaucoup évoqué le rôle, justement, des sages-femmes, des infirmières qui étaient présentes à l'hôpital. Vous êtes focalisé sur Alabingwa, sur Vanessa, mais jamais vous n'avez pointé du doigt le corps médical qui était présent à l'époque. Je vais te dire quelque chose. Oui. Sur le plan de l'équipe médicale, il y a eu une négligence. Oui. Et je crois que ces infirmières avaient été sanctionnées. Et peut-être, je crois même que le directeur de l'hôpital avait été, parce qu'il avait été enlevé après, on ne sait pas quoi. Et je ne sais pas, je crois qu'il avait été relevé ou fait quoi. Donc, ils avaient été sanctionnés. Oui. Parce qu'il y a eu négligence. Là-bas, on va appeler ça négligence. Vraiment, Michel. Oui. Un bébé qui a été planifié d'être volé et donné à quelqu'un d'autre. Lorsque ce bébé naît, comme Vanessa l'a raconté, Equinox, on prend le bébé, on lui montre le bébé. On pose le bébé sur sa poitrine. On prend le bébé, on appelle sa mère. On dit on va mettre le bébé dans la couveuse. Voici, là on met le bébé dans la couveuse. Quand il y a déjà une planification d'enlèvement du bébé, on fait tout ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si, parce que tel que Vanessa raconte, c'est qu'il y a eu planification. Quand elle arrivait, on savait déjà qu'on va voler, on va prendre son bébé, enlever son bébé et donner à une autre femme. Mais quand c'est planifié comme ça, on n'agit pas de la sorte. Ne perdons pas, gardons notre lucidité. Maintenant, quand au moment, Vanessa a même dit que l'enfant a été volé entre midi et 14 heures. Donc, 14 heures. Mais généralement, ces heures-là dans les hôpitaux, c'est des heures où le personnel relâche un peu. Ils prennent les pauses, d'autres peuvent se déplacer. Donc, alors, c'est à ce moment que justement quelqu'un peut calculer un temps où l'espace couveuse, peut-être qu'il n'y a personne, prendre le bébé, l'enrouler et sortir avec. Bon, ça devait être bizarre si ce vol de bébé avait eu lieu la nuit. C'est ça. Au moment où tout est déjà contrôlé. Mais justement, le temps que Vanessa, le temps d'enlèvement, le temps de vol, dans la journée, en plein, vers les 14 heures, allez dans le vers les 14 heures, vous allez voir tout le monde sort, les gens se déplacent, les gens prennent un peu les pauses pour aller manger. Alors, dans ce cafouillage-là, justement, quelqu'un peut se servir quelque part et partir. Puisque, et là, c'est là où les bon, on retient, Duval, on retient que la responsabilité du corps médical doit être soulignée dans cette affaire. Mais maintenant, j'ai une question, et ça sera sans doute l'une des dernières questions, parce qu'on va bientôt boucler l'entretien. Puisque il y a eu un test d'ADN qui démontre ça, je reprends ta version, hein. Il y a eu un test d'ADN qui prouve que l'enfant qui a été enterré en Cotin est celui de Vanessa, et que c'est Vanessa qui a demandé à sa copine, à Alabingwa, de venir chercher l'enfant. Alors, pourquoi n'a-t-on pas condamné Vanessa pour complicité de vol de bébé, et pour complicité de meurtre même, puisque l'enfant est décédé dans la foulée? Je vais te dire. Comment comprendre qu'on ait condamné Alabingwa et que Vanessa n'ait même pas été entendue dans le cadre de cette affaire? Michel, j'ai répondu à cette question, mais je vais reprendre ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Jusqu'à présent, je n'ai pas la preuve de cette déclaration d'Alabingwa. Oui. Pourquoi? Parce que quand je lis ça dans l'audition, qu'elle avait été appelée, maintenant, j'arrive à Yaoundé, la personne qui m'a contacté, qui devait me permettre d'établir le lien entre les deux numéros, avait refusé. Elle avait refusé.
Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je profite pour lui demander encore, si elle a le même numéro, elle peut encore demander le listing et qu'elle le rende public. Il avait refusé. Mais pourquoi elle avait refusé? Or, c'est elle qui pouvait m'aider à comprendre l'affaire. Du moment où elle a refusé, je ne pouvais plus prendre cette version parce que je n'ai pas une preuve. Parce qu'il a été établi un contact entre Vanessa et Alabi. Entre, je crois, minuit et 3 heures du matin, ou c'est 5 heures du matin. Et Vanessa qui devait aller sur le listing et me dit voilà mon grand frère. Mais est-ce que la grand-mère de Alabi Ngouata parlait de Vanessa? Parce que quand on est amis depuis de nombreuses années, ça veut dire forcément qu'on connaît chacun un membre de la famille de l'autre. Est-ce que la grand-mère d'Alabi Ngouata connaissait Vanessa? Est-ce que la grand-mère de Alabi Ngouata parlait de Vanessa Tchatchou? Écoute, la grand-mère habite au Koteng, où elle est secrétaire générale de la commune là-bas. Sa famille évolue à Yaoundé. Alors, comment elle va connaître toutes les fréquentations de sa fille à Yaoundé? Elle évolue à Yaoundé, elle vient de temps en temps au Koteng. Elle revient à Yaoundé, elle est en Koteng, elle est à Yaoundé. Comment est-ce qu'une maman qui habite Koteng fera-t-elle pour être au courant de toutes les fréquentations? Et puis, je vous ai dit qu'Alabi était une véritable star à côté. Mais Alabi pouvait bien lui parler de sa copine Vanessa qui est à Yaoundé et qui, par exemple, vient de l'appeler au téléphone, je sais pas. Bon, voilà. Non. Cette fille, déjà, elle n'était pas une fille facile. Quand vous voyez sa grand-mère la prendre, quand elle la voit avec un bébé mort, c'est elle-même qui la prend, la met chez le médecin, après la mène à la brigade. C'était pas une fille facile, toute la famille fait ça. Donc, c'était la qualité de fille qu'on dit un peu ratée dans la famille. Donc, elle est venue à Yaoundé, elle fait quelque chose à Yaoundé, elle est arrivée encore à Nanga. À Nanga, tout le monde la connaissait là-bas. C'est-à-dire qu'une fille que tu arrives, la première moto, quand tu prends, tu dis à Alabi, on connaît. Tu vois un peu. Donc, je n'ai pas dit que c'était une fille qui avait un peu raté la route comme parents voudraient que l'enfant ait. C'était pas la fille qui va causer avec sa grand-mère, qui va appeler sa grand-mère pour dire, ou bien qui va... Non, c'était pas celle-là. C'est ça. Et c'est pour ça que sa mère, sa grand-mère, elle-même l'amène à la brigade pour la faire arrêter. C'était une fille bien, qui cause avec sa famille. Bon, peut-être la fête ne serait pas passée comme ça. Ça serait passé autrement. Je trouve que là, c'est une fille un peu qui a raté sa vie, je sais pas. Bon. Donc, mais est-ce qu'une fille qui aurait raté sa vie se sentirait dans l'obligation de venir dire à sa maman que maman, j'ai accouché, mais le bébé est mort, il est dans la valise quand même? Est-ce qu'une fille de cet acabit peut en arriver à cela? Michel, je crois à cela parce que j'ai vu le bébé enterré sous la véranda de cette grand-mère. Je crois à cela parce que lorsqu'on a exhumé, j'ai vu les restes du bébé dans une petite couverture rouge. Ça veut dire que ce bébé est arrivé en côté, tel que la maman raconte. Je crois à ça parce que j'ai rencontré le médecin qui avait consulté Alabi. Il a confirmé qu'il y a eu cette consultation et que c'est lui qui a détecté que l'enfant n'a jamais été enceinte et l'enfant n'a jamais accouché. C'est ça. Je crois à cela parce que j'ai rencontré le commandant de brigade de l'époque. Qui, pour confirmer ses dires, m'avait sorti les auditions d'Alabi Ngouata. Dans sa brigade. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut encore pourquoi je vais encore douter après avoir vu et entendu tout ce que je viens de vous relater. Voilà. Ok. Donc, je voudrais dire, Michel, je voudrais demander à Vanessa, parce que je sais qu'elle va écouter ce que je dis ici. Je voudrais lui demander d'être sincère envers elle-même. D'abord, qu'elle soit sincère envers elle-même. Maintenant, je voudrais lui demander si elle peut accepter que dans la même télévision où elle était pour parler de moi, qu'on s'asseye face à face et qu'on parle de cette affaire pour qu'on en finisse une fois devant les Camerounais. Moi, je suis disponible. Ça fait des années que je lui demande cela. Je voudrais lui demander si
elle a des éléments nouveaux, elle est dans un très grand cabinet, maître Kémy, c'est un grand avocat à Douala. Oui. Elle-même, elle est avocate. C'est ça. Qu'elle, n'est-ce pas, fasse ce qu'il faut faire sur le plan du droit, avec ces éléments nouveaux par rapport à tout ce qui a été dit en 2012. Et les analyses, et les ceci, elle peut le faire. Elle peut le faire. Peut-être, si elle avait des éléments nouveaux, je serais prêt à l'accompagner. Au lieu de dire que, et ben là, elle prend de l'argent. Bon, j'ai jamais pris de l'argent chez quelqu'un. C'est ça. Moi, dans ce métier, j'aime avoir des victoires. Ce sont les victoires qui ont fait de moi un grand journaliste au Cameroun. Ouais. Ce n'est pas de l'argent que je prenais à gauche à droite. J'ai fini des investigations au Cameroun. J'avais même pas de maison à Yaoundé. Parce que les victoires ne donnent pas les richesses. Les victoires ne donnent la renommée. Dieu peut seulement avoir la renommée, la réputation. D'un journaliste qui fait dans les réputations. Donc, je voudrais demander enfin, à Vanessa de dire la vérité à sa famille et à ceux qui ne sont pas au courant de la réalité. Parce que, et ça c'est ce qui la concerne, parce que nous sommes africains. Lorsque tu perds un enfant en Afrique, on te fait des rites. Ces rites-là te permettent de porter d'autres grossesses et de faire d'autres enfants. Aujourd'hui, Vanessa, 13 ans après, elle n'a jamais porté une grossesse pour faire un autre enfant. Pour une fille qui a accouché très tôt à 17 ans, il faut se poser des questions. Donc, et parce qu'elle continue à mettre dans sa tête et à dire aux gens que son enfant est en vie. C'est le problème. C'est ça. Qu'elle fasse le deuil, qu'elle dise à sa famille, qu'on lui fasse des rites, elle portera certainement une grossesse, elle aura d'autres enfants. D'accord. Si vous avez regardé son passage à Equinox, Michel, vous avez vu que sa maman, quand on l'a interviewée, elle ne parle plus de l'enfant. Les frères ne parlent plus de l'enfant. Ils parlent d'autre chose dans l'interview. Ça veut dire peut-être qu'eux, ils ont fini par accepter la vérité qui leur avait été présentée. Mais c'est elle qui, peut-être, est encore dans le doute ou alors est dans une mauvaise foi. Pour terminer, je vais lui dire... Oui, pour terminer là, véritablement, oui. Oui, de ne pas se laisser manipuler. D'accord. Parce que le discours qu'elle tient sur les plateaux de télévision n'est plus le discours d'une maman qui pleure un bébé, mais on a l'impression que c'est le discours d'une personne qui veut se faire un capital d'estime. Parce que pour un bébé que tu as perdu en 2011, lorsqu'on te fait une interview en 2024, tu dis « je ne vous trahirai point ». Tu parles de notre bébé, c'est notre bébé. Et alors, quand on a laissé ce discours, on a l'impression que nous ne sommes plus dans une affaire où une jeune fille pleure son bébé, mais nous sommes dans une affaire où on cherche à se faire un certain capital d'estime auprès soit des téléspectateurs, soit du public. C'est ça. Alors, on met le public, on dit c'est notre bébé, et puis on dit je ne vous trahirai point. Vraiment, ce discours-là ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire, et je souhaite que certaines choses, que tout ce que j'ai dit soit vraiment publié tel quel. Tel quel. Oui. Ce sera publié tel quel. Promesse tenue. Merci, Duval Lebel et Ballet, de vous être confié à nous pour cet entretien qui, je l'espère, permettra d'avancer aux uns et aux autres, de comprendre les contours de cette affaire qui continue de faire parler de l'affaire Vanessa Tchatchou. Merci encore et encore. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais vous demander de chercher le numéro de Maître Mélie. Et je vais vous envoyer le numéro de la maman de Côte-Terre. Continuez l'investigation sur ces pistes-là, vous allez comprendre la vérité dans cette affaire. Merci Duval. Merci. Merci. D'accord.